Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte la Tesla Model 3 2024? Évolution, bien sûr, du modèle qui a été lancé en 2018 et qui, depuis, a connu un succès phénoménal. Une voiture qui a été parmi les plus vendues mondialement, peu importe le créneau. Et du côté du Québec, l'an dernier, en 2023, on le sait que les véhicules électriques chez nous sont très populaires. Elle était bonne troisième au chapitre des véhicules électriques derrière la Chevrolet Bolt, qui a été la plus vendue en combinant les ventes des modèles EV et EUV, suivi du modèle Y, le pendant VUS, bien sûr, de la Model 3 et de celle-ci. Alors, voici les chiffres. 9 581 Chevrolet Bolt ont été vendus chez nous au Québec en 2023, 7 473 Modèle Y et 6 848 Model 3 ont été vendus. Évidemment, on ne parle pas de cette génération, mais du modèle précédent. Et à l'échelle mondiale, c'est le Tesla Model Y qui a été le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues. Un véhicule qui n'est quand même pas donné, mais qui a connu un succès phénoménal et qui ébranle le marché de façon incroyable. C'est la même chose, évidemment, pour la Tesla Model 3 qui demeure la voiture la plus vendue de son segment, bien que plusieurs concurrents essaient de rattraper ce que cette voiture-là a réussi à faire jusqu'à maintenant. Bien sûr, chez nous, on peut penser à la Hyundai Ioniq 6, mais sur des marchés internationaux, il y a notamment la firme chinoise BYD qui se défend très bien avec une nouvelle venue sur le marché. Polestar 2 fait partie aussi des rivales de cette voiture-là, mais Polestar est actuellement en eau trouble et les ventes commencent à fléchir légèrement. Bon, évidemment, Polestar aura beaucoup de nouveautés dans les années à venir, mais en attendant, la Model 3 ne fait que distancer les ventes de la Polestar 2, qui a été sa seule rivale pendant quelques années chez nous sur le marché canadien. Bien que les changements cosmétiques de la Model 3 soient subtils pour 2024, mais en s'y attardant de plus près, on constate que la partie avant au complet a été repensée. Nouveau phare, ailes, capot, pare-choc, tout ça, ça a été redessiné. Du côté des portières, bien que visuellement, on ne voit aucune différence sur le plan esthétique, c'est toute la structure qui a été repensée. Plusieurs points d'ancrage, des portières qui sont plus solides. Ça demeure des portières sans cadre de fenestration, mais à la fermeture des portières, on sent déjà que c'est beaucoup plus solide que par le passé. Alors là aussi, une évolution. Et au niveau de la partie arrière, le coffre, les feux notamment, ça a été redessiné. Les feux qui font désormais partie intégrale du coffre, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Alors, petite évolution stylistique de la voiture, je pense que c'est réussi. Malheureusement, on conserve que 5 couleurs. On dit avoir changé le gris et le rouge. Effectivement, il y a une petite différence de ton, mais il n'y a pas de nouveauté dans les teintes chez Tesla. On ne se casse pas la tête. C'est gris, noir, blanc, rouge et bleu. Et le gris est la seule couleur livrée de série. Il faudra débourser quelques montants supplémentaires si on veut avoir du bleu, du rouge, du blanc ou du noir. Ce qui est un peu ironique puisque chez la plupart des autres constructeurs, le blanc et le noir, c'est souvent les couleurs de série et il faut payer pour avoir des teintes comme le bleu, le rouge, qui est aussi le cas chez Tesla, remarquez. Mais ici, c'est le gris qui est la couleur livrée de série et ne soyez pas surpris de savoir que c'est la plus populaire. Sinon, sur le plan esthétique, bien sûr, vous le voyez, les jantes ont été redessinées. On a modifié légèrement les logos, la présentation de tout ça. Mais essentiellement, sinon, ça demeure la même voiture, les mêmes proportions, avec un coefficient aérodynamique toujours très impressionnant de 0,22. En fait, c'est 0,21,9, mais ça demeure une des voitures les plus aérodynamiques du marché. Et ça explique en grande partie son efficacité sur le plan énergétique. Au moment d'enregistrer, la Tesla Model 3 2024 débarque chez les concessionnaires canadiens. Elle est pourtant vendue depuis l'automne 2023 sur les marchés européens où elle a d'abord été lancée et elle arrive ensuite sur le marché nord-américain, bien que ce soit une voiture américaine. Alors, c'est un peu curieux comme stratégie, mais la voiture débarque en ce moment en 2 versions seulement, modèle propulsé, modèle 4 roues motrices qu'on appelle Dual Motor, et viendra un peu plus tard une version performance, comme c'était offert en 2023. Pour le moment, ce ne sont que 2 versions qui sont proposées sur le marché canadien. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours mentionné que Tesla était pour moi une compagnie de technologie, de software, beaucoup plus qu'un constructeur automobile. Et je m'explique en mentionnant que Tesla a changé le marché d'automobile mondial par sa technologie, par ses innovations, ça on le sait. Mais en contrepartie, pour savoir comment bien assembler des véhicules, on a encore des croûtes à manger. Et Tesla a d'ailleurs fait la preuve
qu'on n'était pas nécessairement capable de bien faire les choses à ce niveau-là. La qualité d'assemblage était épouvantable. On manquait sérieusement de rigueur au niveau de l'assemblage des véhicules. D'un modèle à un autre, c'était différent, sans compter les craquements, les bruits de caisse qu'on pouvait entendre dans les véhicules. J'ai conduit un modèle Y encore récemment, un modèle 2021. C'est épouvantable comment ça craque là-dedans. Et je vous avoue que le sentiment de sécurité, le sentiment de qualité n'est aucunement palpable dans un véhicule comme celui-là. Et c'est un élément qui m'a toujours agacé chez Tesla au point où je me disais, je ne pourrais pas me procurer une voiture Tesla pour cette seule raison, parce que quand je me procure une voiture, j'achète certes une technologie, mais j'achète aussi une voiture. Et il y a une partie de la réponse qui n'était pas là. Mais là, je conduis une Tesla Model 3 2024 et pour la première fois, je suis capable de vous dire que Tesla s'est amélioré, mais sérieusement à ce niveau-là. On ouvre la portière, on sent que c'est solide, on la referme, c'est la même chose. On prend place à bord. Oui, on a apporté quelques améliorations au niveau du design à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qui fait la différence. On sent que c'est mieux assemblé, que ce sont des matériaux de meilleure qualité, que c'est mieux ficelé, que c'est mieux boulonné, si je peux m'exprimer ainsi. Et lorsqu'on prend la route, non seulement la voiture est exempte de tout bruit de caisse, de tout craquement, mais elle est mieux insonorisée également parce que Tesla a travaillé justement pour que le sentiment de qualité soit supérieur à ce qu'on a toujours fait. Alors, on a amélioré la qualité d'assemblage et ça, pour moi, c'est la meilleure nouvelle. Oui, on a amélioré des gadgets, des technologies sur la voiture. Elle est plus compétitive, elle s'est mise à jour sur plusieurs points, mais la qualité d'assemblage, c'est le gros élément qui s'est amélioré sur la Model 3 par rapport au modèle de précédente génération. Et évidemment, bien, au fil des années, on l'avait amélioré un peu. Mais là, le changement est drastique. Alors, si vous possédez une Tesla Model 3 2018, 2020, 2022 et que vous essayez cette voiture-là, vous allez sentir immédiatement un changement radical au niveau de la qualité et au niveau du confort parce qu'évidemment, la voiture est mieux insonorisée et ça change complètement l'expérience de conduite. Alors, on conserve bien sûr les deux technologies qu'on proposait avec le modèle de précédente génération de la Model 3. La version propulsée, c'est 283 chevaux, batterie de 50 kWh. Ça permet d'aller chercher une autonomie annoncée à 438 km, qui est très réaliste, absolument. Et la consommation est très faible, 15,8 kWh par 100 km pour une voiture qui pèse quand même 1765 kg. Alors, c'est assez surprenant. Et c'est une voiture qui offre des performances intéressantes. Le 0,5 km/h est en 6 secondes à peine, 6,1 exactement. Alors, c'est plus que suffisant pour la grande majorité des automobilistes. Et le fait que ce soit une propulsion, c'est un avantage en ce qui me concerne, puisque lorsqu'on accélère, la masse se déplace vers l'arrière. Tout le poids du véhicule se situe au niveau du sol en raison de la batterie, donc le centre de gravité qui est très bas. Alors, la traction est toujours très bonne. Il faut vraiment vivre dans un environnement où les 4 roues motrices sont nécessaires pour décider de passer à la version Dual Motor, à moins, bien sûr, qu'on veuille bénéficier de ce surplus de puissance qui est très impressionnant parce que là, on passe de 283 à 449 chevaux et ça fait en sorte que le 0,5 km/h se fait en 4,4 secondes. Alors, c'est très rapide au niveau des accélérations et je vous avoue que c'est très agréable à utiliser, mais le modèle propulsé peut faire le travail pour une très, très grande majorité d'acheteurs. Alors, c'est important d'évaluer ses besoins avant de choisir un ou l'autre des deux modèles. Sachez cependant ceci, sur la version à 4 roues motrices Dual Motor, on ajoute cette année un super système audio à 15 haut-parleurs avec 2 haut-parleurs d'extrême grave. Alors ça change d'expérience parce que pour les audiophiles, c'est un système audio extrêmement performant, alors que dans la version propulsée, vous allez avoir quelque chose de plus standard à 8 haut-parleurs. Ce n'est pas la même expérience, mais c'est la seule option, le seul équipement qu'on ajoute sur le modèle à 4 roues motrices parce que sinon, c'est du pareil au même. Maintenant, si vous passez à la version à 4 roues motrices, comme je conduis présentement, il faut savoir que oui, vous allez avoir un surplus de puissance, bien sûr, mais vous allez aussi avoir une meilleure autonomie de 548 km plutôt que 438 parce qu'on a une batterie de 75 kWh plutôt que de 50. La consommation énergétique est légèrement supérieure à 16,3 kWh par 100 km, alors c'est vraiment pas une grosse différence, mais la voiture a une autonomie supérieure. Alors, pour ceux qui ont des besoins en ce sens-là, ça peut aussi être une solution. On va chercher essentiellement 110 km d'autonomie supplémentaire, évidemment dans des conditions idéales. Il faut savoir que les deux voitures sont équipées d'une pompe
pompe à chaleur, donc ça permet évidemment d'optimiser le rendement énergétique durant l'hiver. Ce n'est pas encore toutes les voitures dans l'industrie qui proposent ça, mais Tesla l'a désormais. On ne l'avait pas initialement. Alors, c'est une voiture qui est efficace durant l'hiver, mais même si vous optez pour un modèle propulsé, vous allez vous rendre compte que la voiture ne patine pas dans la très grande majorité des cas parce que la traction est toujours très bonne et que le poids se situe toujours en accélération sur l'essieu arrière, ce qui optimise forcément la traction. Maintenant, je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, la Model 3, c'est une voiture très solide, on le sent à la conduite, beaucoup plus que par le passé. Et ça s'explique par des modifications qu'on a apportées tout récemment chez Tesla pour en faire une voiture justement plus robuste. Alors, on a complètement redessiné suspension avant, le sous-châssis avant qui est désormais moulé d'une seule pièce en aluminium. Évidemment que ça a comme avantage de faire en sorte qu'on l'assemble plus rapidement et que la voiture est plus solide à la conduite, je le mentionnais, mais en contrepartie, au moindre impact, bien, la voiture va être plus difficilement réparable, alors on risque de l'envoyer à la casse plus rapidement, plus facilement. Alors, c'est peut-être le point un peu plus décevant parce que sur le plan écologique, bien, ce n'est pas nécessairement la meilleure formule, mais à tout le moins, on est capable de les assembler plus rapidement et de faire en sorte que la conduite soit au final beaucoup plus intéressante que ça l'était dans le passé. Alors, un avantage de ce côté-là, avec un petit inconvénient au niveau de la facilité de la réparation. C'est la même chose pour le sous-châssis arrière, qui lui aussi est moulé d'une seule pièce en aluminium. Alors, des améliorations qu'on a apportées à la voiture comme ça. Franchement, la conduite est intéressante. Vraiment, j'aime beaucoup la direction de cette voiture-là, la position de conduite, les sièges qui ont été améliorés aussi. La visibilité, c'est pas parfait dans la mesure où il y a une bonne visibilité périphérique, mais les piliers A sont très épais et à l'arrière, bien, la lunette est assez élevée. Alors, c'est peut-être le point un peu décevant, mais avec la quantité de caméras qu'il y a sur ce véhicule-là, c'est pas nécessairement un problème non plus. Mais je vous dirais qu'au final, l'expérience de conduite d'une Tesla Model 3, elle est unique. J'aime beaucoup le fait qu'on soit assis très près du sol. Ceux qui cherchent évidemment une formule VUS vont se diriger forcément vers le modèle Y. Mais ici, il n'y a pas de compromis, un peu comme avec la Polestar 2. C'est une voiture, on se glisse à bord, on est assis assez bas. On a l'impression d'une voiture sportive, mais qui est très facile à vivre à tous les jours et qui offre un niveau de confort franchement étonnant. Cela étant dit, il faut quand même mentionner que si vous optez pour les roues optionnelles de 19 pouces, ça va cogner un peu plus dur. Alors, vous allez débourser 2000 $ pour avoir ces roues-là. Ça va vous coûter plus cher, évidemment, pour chausser la voiture en pneus d'hiver. Et au final, bien, vous allez avoir une voiture un peu plus ferme au niveau de la conduite, peut-être avec une tenue de route légèrement améliorée. Mais personnellement, je privilégierais les roues de 18 pouces. L'équilibre est là, le confort est là, sans compter que si vous optez pour les roues de 19 pouces, l'autonomie se voit affectée de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors ça aussi, il faut le considérer. Donc l'autonomie est annoncée à 548 km avec cette voiture-ci. Elle est réduite à 502 km si vous optez pour les roues de 19 pouces. Impact considérable. Maintenant, au niveau de l'habitacle, on a partiellement réaménagé le tout, donc la tablette centrale qui a été optimisée avec de nouvelles fonctions. Une des fonctions les plus cocasses, c'est qu'on perd le levier de vitesse à la colonne pour remplacer ça par un levier intégré dans l'écran ou situé au sommet, au-dessus du rétroviseur, où là, vous avez des touches traditionnelles, mais la plupart du temps, vous allez utiliser l'écran pour mettre la voiture en drive, pour reculer, pour la mettre en park, par exemple. Alors, ça passe à travers l'écran désormais, comme la quasi-totalité des fonctions qu'on va retrouver dans cette voiture-là. Et ça demande adaptation, bien évidemment. Encore une fois, pas d'Apple CarPlay, Android Auto, mais le système Tesla est à ce point bien fait qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais pour ceux qui sont habitués à cette technologie-là, ça demande adaptation aussi. Et je vous avoue que le fait de ne pas avoir de levier pour les clignotants, pour les essuie-glaces, pour moi, ça, c'est un irritant. Il faut apprendre à composer avec ça. C'est pas intuitif et un bouton placé sur le volant pour activer des clignotants. On a vu ça chez des constructeurs comme McLaren, Ferrari, oui. Mais ici, je vous avoue que l'action ne se fait pas aussi rapidement et je trouve ça un petit peu décevant. N'empêche, l'environnement intérieur est mieux ficelé, plus belle finition. On a une ceinture de planche de bord qui va jusqu'à l'arrière des portières avec une lumière à DEL dont on peut changer la teinte. Alors ça, c'est intéressant. Petite touche intéressante au niveau de la présentation intérieure. Et vous pouvez, comme toujours, choisir un habitacle avec cuir synthétique noir ou blanc. Si vous optez pour le blanc, comme c'est le cas ici, c'est une option de 1300 $. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas du cuir véritable, donc ce n'est pas difficile d'entretien comme un cuir véritable, parce que les sièges blancs, c'est forcément plus salissant que des sièges noirs. Alors, on a aussi modifié la console centrale, qui est encore plus pratique que par le passé.
Il faut savoir que la Model 3, c'est une voiture assez polyvalente, malgré le fait que ça ne soit pas une voiture à haillons. Et on aurait aimé que ce soit un haillon comme avec la Polestar 2, justement, parce que ça en aurait fait une voiture encore plus pratique. Le coffre est volumineux, mais évidemment, l'ouverture est assez limitée et ça rend parfois impossible le fait de glisser de gros objets à bord de la voiture. Alors ça, c'est peut-être un peu dommage et c'est peut-être une autre raison pour laquelle certains acheteurs vont choisir le modèle Y. Cela étant dit, 561 litres de volume cargo à l'arrière et vous allez avoir une centaine de litres supplémentaires sous le capot avant pour ranger les effets personnels. Ça aussi, c'est quand même assez bien fait. Donc, c'est une voiture assez polyvalente dans son ensemble. Autres éléments qui ont été modifiés dans cette voiture-là, mis à part la présentation, le volant, quelques petits éléments comme ça, bien, c'est une console centrale optimisée, plus d'espace de rangement, c'est très bien pensé. Et à l'arrière, on a ajouté un écran pour les passagers. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Tesla Model 3 propose siège chauffant à la grandeur, à l'avant, à l'arrière. Siège ventilé à l'avant, c'est ce qu'on n'avait pas dans le passé, on l'a ajouté. Mais à l'arrière, les passagers peuvent désormais gérer la ventilation, les sièges chauffants via l'écran central et peuvent même accéder à des plateformes de divertissement comme Netflix, YouTube sur l'écran arrière. On peut aussi l'avoir à l'avant, mais lorsque le véhicule est immobilisé uniquement, alors qu'à l'arrière, ça peut jouer en continu. Alors, c'est une belle addition qu'on a faite sur la Tesla Model 3 cette année. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que c'est offert de série sur l'ensemble des versions. Pas besoin de payer pour avoir des groupes d'options supplémentaires pour accéder à de l'équipement ou à de la technologie. Elle est déjà là. Optez pour une Model 3, un modèle Y et vous allez avoir une technologie de conduite semi-autonome de niveau 2 franchement efficace qu'on appelle Autopilot. Alors, un système qui permet de maintenir la voie, de conserver une distance par rapport au véhicule qui nous précède, de lire tout ce qui se passe autour du véhicule via les caméras pour éviter le pire, évidemment. Alors, la voiture qui est programmée en ce sens-là, mais on peut aller plus loin en optant pour ce qu'on appelle l'autopilote amélioré, où à ce moment-là, pour 7 800 $ de plus, et c'est là le problème, bien, vous allez avoir la possibilité de changer de voie de façon entièrement automatisée, de prendre des échangeurs, par exemple, avec la conduite semi-autonome sans devoir rien faire. Et la voiture peut aussi se déplacer dans un stationnement d'elle-même. Si vous avez, par exemple, à la sortir d'un espace restreint, il y a cette possibilité-là. Elle peut se déplacer sur de petits trajets par elle-même. Alors, ça, c'est 7 800 $ de plus. Et ceux qui veulent avoir le système autopilote entièrement automatisé, donc conduite autonome, bien là, à ce moment-là, c'est 16 000 $ de plus. Et rendu là, vous programmez une adresse dans le système de navigation, la voiture vous mène à bon port et il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui l'empêcheraient de le faire parce qu'on a même réussi tout récemment à bonifier le système, à l'améliorer pour faire en sorte qu'à Montréal, on ne puisse tourner sur des feux rouges à droite alors que dans les autres villes, c'est possible de le faire. Alors, Tesla qui est en constant apprentissage à ce niveau-là, la voiture peut circuler en milieu urbain, maintenir la voie, s'immobiliser au feu rouge. Bref, elle fait à peu près tout d'elle-même, mais c'est 16 000 $ de plus. C'est une option qu'à peu près personne va choisir chez nous au Québec, considérant nos conditions climatiques et le fait que ces systèmes-là ne fonctionnent pas très souvent, mais aussi parce que c'est un système qui n'est pas infaillible. On sait qu'on a eu des problèmes avec ça dans le passé, que Tesla continue de l'améliorer. Et personnellement, je trouve que de débourser une telle somme pour contribuer à de la recherche et du développement que Tesla n'a pas encore complètement mis au point, bien, je trouve ça très, très cher. Alors non, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui le choisissent, mais les plus maniaques ou les geeks qui adorent ce genre de technologie-là peuvent l'obtenir. Et c'est certain qu'en matière de conduite autonome, Tesla a la technologie la plus poussée de tous les constructeurs automobiles sur le marché en ce moment. Un des gros avantages, évidemment, des voitures Tesla par rapport à la compétition, c'est le réseau de bornes de recharge super efficace, super étoffé également. Ça permet essentiellement à l'ensemble des propriétaires de voitures Tesla de voyager partout en Amérique du Nord sans craindre un manque d'autonomie. Et on se recharge très rapidement, vitesse de charge à 250 kW. Alors imaginez, pour une voiture propulsée, un modèle de base, ça vous prendrait essentiellement 15 minutes pour aller chercher la grande majorité de la charge disponible sur votre voiture, un peu plus
plus sur un modèle à 4 roues motrices comme celui-là, parce qu'on a une batterie de 75 kWh. Mais enfin, ce n'est pas un enjeu. Le temps de recharge sur une voiture Tesla, il faut s'abonner évidemment, il faut débourser pour le faire si on veut voyager. La plupart des gens vont se recharger de toute manière à la maison, mais ça demeure le gros avantage des voitures Tesla. Sauf que là, on sait que la grande majorité des constructeurs automobiles prennent des ententes avec Tesla pour elles aussi pouvoir être rechargées sur le réseau Tesla. Ça risque d'handicaper partiellement les bornes pour les propriétaires de voitures Tesla qui avaient cette exclusivité. Et ce n'est désormais plus le cas, bien qu'il y ait encore sur le marché des réseaux de bornes spécifiques à Tesla où certaines voitures de la compétition ne peuvent se recharger. Alors, pour savoir quelles bornes sont disponibles uniquement pour les voitures Tesla, c'est très facile. Vous allez sur le site web de Tesla et on va vous illustrer sur une carte les bornes qui sont partagées avec les autres constructeurs et les bornes qui demeurent exclusives aux voitures Tesla. Autre élément qu'on a amélioré chez Tesla, c'est évidemment le service après-vente. Ça a été un enjeu, ça a été un gros problème pour plusieurs propriétaires qui se sont plaints du service inégal, du manque de service, mais aussi du fait qu'on n'ait pas honoré les garanties. Alors, les garanties, les voici, c'est 4 ans, 80 000 km d'un pare-choc à l'autre, 8 ans, 160 000 km pour la batterie du véhicule sur un modèle propulsé. On va jusqu'à 8 ans, 192 000 km pour un modèle à 4 roues motrices. Pourquoi il y a une nuance entre les deux? Bonne question, mais c'est ainsi fait. Et on dit que le service est beaucoup amélioré. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre les centres de service aujourd'hui 7 jours sur 7. Alors, vous pourriez, par exemple, faire remplacer vos pneus, faire un entretien sur le véhicule un dimanche, ce qui n'est pas possible chez l'ensemble des autres constructeurs automobiles du marché. On s'est évidemment ajusté parce que les centres de service sont peu nombreux chez nous en Amérique du Nord par rapport au nombre de concessionnaires des marques généralistes et la quantité de voitures Tesla qui se trouvent sur les routes aujourd'hui fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'offrir un service amélioré ou maximisé par rapport à ce que c'était au début. Bon, évidemment, on se déplace encore chez vous pour de l'entretien périodique. Ça fait toujours partie du modèle d'affaires de Tesla. Mais lorsqu'on a besoin de se déplacer chez un centre de service pour des réparations plus spécifiques ou pour un entretien quelconque, aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et on peut évidemment acheter et se faire livrer une voiture 7 jours sur 7, ce qui n'est encore pas possible chez les autres constructeurs. Est-ce que le service s'est amélioré? On ose espérer que oui. On dit que les gens sont davantage satisfaits. J'ai pu parler à beaucoup de propriétaires de voitures Tesla qui se disent enchantés, d'autres qui ont évidemment des réserves, mais par rapport à ce que c'était il y a quelques années, ça semble s'être grandement amélioré. On n'a pas le choix avec la quantité de voitures qu'on met sur les routes. Il faut passer à la vitesse supérieure pour ne pas que la compétition nous rattrape et en ce moment, c'est absolument pas ce qui se passe. Les prix maintenant pour la Tesla Model 3, ça c'est assez particulier parce qu'on sait que Tesla a joué au yo-yo avec les prix. Ça a fait fluctuer les valeurs dans le marché d'occasion et ça c'est un peu dommage. C'est peut-être un peu frustrant pour plusieurs propriétaires, mais actuellement, une Tesla Model 3 coûte exactement le même prix qu'un Tesla Model Y. Évidemment, en Amérique du Nord, on préfère les VUS, alors le Model Y se vend beaucoup plus, mais ne profite pas encore des améliorations qu'on a apportées ici sur la Model 3 Highland, le modèle évolutif, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Alors, échelle de prix, c'est pas compliqué. Avant transport préparation, 53 990 pour le modèle propulsé, 63 990 pour le modèle à 4 roues motrices. C'est la même chose pour le modèle Y, sauf que du côté du modèle Y chez Tesla, il y a également une version performance qui, elle, est à 69 990. Pour tous ces prix, vous ajoutez 1 880 de frais de transport préparation. Alors, l'échelle de prix réelle pour une Tesla Model 3, 55 870 à 65 870. Et on retire ensuite les crédits gouvernementaux applicables. Ça totalise 10 437 plus taxes ou 12 000 taxes incluses chez nous. Donc, prix réel avant taxe pour une Tesla Model 3 2024, 45 433 à 55 433 plus taxes, évidemment. Et encore une fois, c'est le même prix pour un Tesla Model Y, à l'exception, évidemment, du modèle Performance qui, lui, est vendu 6 000 de plus que le modèle à 4 roues motrices régulier. Alors, évidemment, chez Tesla, comme chez les autres constructeurs, possibilité de financer ou de louer les véhicules, mais la distinction à la location, c'est qu'il n'est pas possible de la racheter. Il n'y a pas de valeur résiduelle d'annoncer chez Tesla parce qu'il faut obligatoirement remettre les clés au bout du terme. Tesla va conserver une grande partie de ces voitures-là pour les offrir à sa clientèle comme véhicules de courtoisie et les autres unités seront envoyées à l'encan pour être revendues sur un marché d'occasion.
d'occasion. Il faut savoir que Tesla ne vend pas de véhicules d'occasion, ne vend pas de Tesla d'occasion non plus. Alors, si vous remettez une voiture en échange, qu'importe la marque chez Tesla, elle s'en ira automatiquement à l'encan. Pas de possibilité d'acheter une voiture d'occasion là-bas. Maintenant, financement 72 mois pour une Tesla Model 3 de base. Le taux est à 6,67 sur un terme de 72 mois. Les taux sont légèrement plus bas sur des 84 ou 96 mois, ce qui fait qu'une grande majorité d'acheteurs vont financer sur un terme de 8 ans, imaginez. Alors, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, d'autant plus que la différence de taux n'est pas si grande. Au moment d'enregistrer, 6,67 pour un 72 mois, 6,4 pour un 96 mois ou un 84 mois. Alors, je ne me casserai pas la tête personnellement et je réduirais peut-être même à 5 ans, considérant qu'on veut toujours qu'une voiture soit payée plus rapidement. Alors, s'il y a possibilité de le faire, bien, c'est tant mieux. Mais si vous la financez sur un terme de 72 mois, ce qui est mon échelle de comparaison depuis toujours, à 6,67 de taux de financement en incluant les crédits gouvernementaux. Pour un modèle de base, c'est 880 par mois, taxes incluses sur 6 ans. À la location, le taux est à 5,88 pour le modèle propulsé, 675 par mois, taxes incluses, 4 ans, 20 000 km par année. Pour une version à 4 roues motrices comme celle-ci, mais sans option, bien là, évidemment, c'est une voiture qui coûte 10 000 de plus. Alors, au financement, c'est le même taux. C'est 195 de plus par mois pour avoir ce niveau de performance des 4 roues motrices et, comme je le mentionnais, le système audio qui est nettement plus performant. Alors, c'est 1 075 par mois sur 6 ans si vous financez la voiture. Et en location, 223 de plus par mois que le modèle propulsé. Et ça s'explique en partie parce que le taux de location est plus élevé sur un modèle à 4 roues motrices que sur un modèle propulsé. Assez ironique, 6,35 le taux de location contre 5,88 alors 797 par mois, taxes incluses sur 4 ans pour un terme de 20 000 km par année, après quoi vous remettez les clés. Et dans le cas qui nous concerne, on a quelques options ici. Bien sûr, la voiture est vendue à 65 870 ça, c'est le prix d'entrée pour un modèle dual motor comme celui-là. On ajoute 1 300 de frais de couleur, un autre 1 300 pour l'habitacle qui est blanc plutôt que noir, 2 000 pour les jantes de 18 pouces qui réduisent malheureusement l'autonomie, comme j'ai fait mention un peu plus tôt. Prix total du véhicule, 70 470 moins 10 437 de crédits gouvernementaux. Ça fait un prix réel de 60 033 plus taxes pour la voiture qui est ici. Alors, sur un terme de 72 mois en financement, c'est 1 164 que coûte cette voiture, taxes incluses évidemment. En location, 873 toujours pour 4 ans, 20 000 km par année. Tesla n'offre pas de location sur un terme plus long que 4 ans. C'est une très bonne chose parce que la voiture a une garantie de 4 ans ou 80 000 km d'un pare-choc à l'autre. Alors, vous êtes couvert tout au long de la garantie si vous décidez de louer la voiture, mais retenez qu'il n'est pas possible de racheter la location. Autre déception du côté de chez Tesla, pas de possibilité de faire de vente d'accommodation. Par exemple, si vous avez une voiture que vous souhaitez vendre à un ami, à un tiers, et que vous souhaitez récupérer la valeur des taxes de cette voiture-là en passant par le concessionnaire pour effectuer la transaction, bien, chez Tesla, ce n'est pas possible de le faire. La grande majorité des autres marques vont vous l'offrir comme possibilité, mais chez Tesla, ça n'existe pas. Comme je vous disais un peu plus tôt, modèle d'affaires un peu différent. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, ça, c'en est un. Mais chose certaine, un des avantages de Tesla, c'est qu'on vous livre une voiture quasi immédiatement, peu importe le modèle que vous souhaitez obtenir. Versus la compétition, ça a toujours été un avantage. Et ce sont des voitures, surtout en version de base, qui, malgré leur disponibilité immédiate, conservent une bonne valeur sur le marché d'occasion. Évidemment, jusqu'à ce que Tesla décide d'en baisser les prix. Alors là, ça viendra affecter négativement la valeur des véhicules. Ça a été le cas avec des modèles Y qu'on payait 80-90 000 il n'y a pas si longtemps, alors qu'aujourd'hui, le modèle Performance coûte 69 990 plus les frais de transport. Alors, je peux vous dire que ceux qui ont payé des modèles Performance à prix très élevé il y a quelques années, bien, aujourd'hui, subissent une sévère dépréciation. Mais ça, c'est la loi du marché. Et je ne pense pas qu'on risque de baisser les prix de ces modèles-là beaucoup plus, d'autant plus que Tesla est en approche d'un modèle qui se situera sous la Model 3 sur le plan hiérarchique, un pseudo VUS qui pourrait nous faire penser peut-être à la Chevrolet Bolt EUV qui vient de quitter le marché ou à la prochaine Nissan Leaf
qui visiblement sera, oui, un modèle d'entrée de gamme, mais dans un format VUS, peut-être comparable au Hyundai Kona électrique, qui sait. Alors, en ce moment, Tesla a le vent dans les voiles et chose certaine, si cette voiture-là décevait initialement lors de son arrivée en 2018 au niveau de la qualité de fabrication qui était honnêtement épouvantable, ça s'est grandement amélioré. Le temps nous dira si ces voitures-là sont plus solides, plus résistantes et mieux adaptées aux conditions climatiques du Québec. Parce que c'est ici qu'on constate la dégradation la plus rapide des Tesla Model 3 à l'échelle nord-américaine. Nos conditions climatiques et nos conditions routières sont les pires en Amérique.